Et maintenant, l'invité de la matinale. Si on lit à livre ouvert ou presque dans la diplomatie de Donald Trump, celle de Poutine, ses silences et ses intentions sont plus difficiles à déchiffrer. Pour nous aider à ouvrir la boîte noire, un ancien ambassadeur de France en Russie est l'invité ce matin. Bonjour Claude Blanche-Maison. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été ambassadeur de France au Vietnam, en Inde, en Espagne et en Russie. De 2000 à 2003. Vous avez eu l'occasion d'y rencontrer Vladimir Poutine à l'époque et je vous remercie de venir partager vos lumières sur la diplomatie russe dans ce moment spécial du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Moment spécial puisque Donald Trump court après un cessez-le-feu qui n'arrive pas et Vladimir Poutine parade en treillis sur le front qui l'intéresse, c'est-à-dire à Koursk. C'est une bataille d'images, de formules. Qu'est-ce que vous inspire cette séquence très précise d'un Vladimir Poutine en uniforme ? Oui, ce qui est très inhabituel. En réalité, il est très rarement en uniforme militaire, en treillis, et encore plus rarement sur le front, parce que il fait très attention à la sécurité et à sa sécurité personnelle, et donc il ne va en fait jamais sur le front. Alors, pourquoi est-ce qu'il était en treillis hier ? Eh ben, moi, je pense que c'est une image qui est un message qu'il envoie en effet à Donald Trump au lendemain de la réunion de Jeddah. La réunion de Jeddah, c'était quoi ? C'était la concertation entre les Américains et les Ukrainiens. Il a fallu quand même qu'ils aillent à Jeddah pour effacer l'image catastrophique de ce qui s'était passé du bureau ovale, où Volodymyr Zelensky a été maltraité par le président et par le vice-président américain. Et qu'est-ce qui s'est passé avant-hier à Jeddah ? Eh bien, je pense que c'est un modèle de négociation réussi par les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont obtenu le rétablissement immédiat de l'aide américaine, le rétablissement immédiat du renseignement américain, notamment du renseignement satellitaire, qui leur permet de voir ce qui se passe chez les Russes et sur le front, et partout. Finalement, la contrepartie, c'était quoi ? C'était de consentir à l'idée d'une trêve de 30 jours, éventuellement renouvelable, dont Zelensky savait pertinemment que Poutine la refuserait. Ou plus exactement, que Poutine serait probablement obligé de dire « bah oui, c'est une bonne idée, mais je mets telle et telle condition ». Et les conditions, c'est la capitulation de l'Ukraine. Quand on lit les exigences de Poutine, vous pouvez les lister. Enfin, ça a été énuméré encore hier soir. C'est plus de la diplomatie, là. C'est un diktat. Voilà, ça a été encore énuméré hier soir par l'ambassadeur de Russie en France, Monsieur Meshkov, qui est ambassadeur depuis 7 ans, qui nous connaît bien, qui au lieu de chercher des formulations qui auraient pu être acceptables ou qui auraient pu laisser des perspectives de solutions, pas du tout. Les conditions, les 5 conditions sont en béton, elles sont là et elles sont bien là. Et Meshkov est un vrai professionnel, donc il avait évidemment reçu des instructions du Kremlin et de Lavrov avant de faire cette longue interview d'une demi-heure. Donc ça, plus l'image de Poutine en treillis, ça veut dire au Kremlin, on n'est pas sur la ligne d'un cessez-le-feu sans que les conditions mises par la Russie soient respectées. Alors évidemment, Poutine, par ailleurs, veut absolument avoir son sommet bilatéral avec Trump. Et ça va dans l'autre sens, effectivement. Alors, est-ce qu'il est prêt pour avoir ce sommet bilatéral qui le restaurerait dans un statut international important, puisqu'il serait reconnu comme l'interlocuteur du président du pays le plus puissant du monde, comme quelqu'un de fréquentable, alors qu'il ne l'est plus pour les pays de l'Occident, il est sans doute prêt à payer quelque chose, mais pas une trêve sans condition. Ça veut dire qu'il préfère des conquêtes territoriales en Ukraine à cette respectabilité internationale d'une rencontre avec Donald Trump. Je pense qu'il est partagé, mais que ses conseillers, qui sont des gens traditionnels, le ministère des Affaires étrangères russe, qui travaille très bien, n'est pas très mobile. Et par conséquent, les conditions qui ont été mises en connaissance de cause. Et effectivement, actuellement, il y a probablement un débat. Alors on va voir ce que fait M. Witkoff, l'envoyé personnel du président Trump à Moscou. On va voir quel est l'interlocuteur que leur donnent les Russes. Ça sera peut-être
le conseiller diplomatique, le Sherpa de Poutine, Monsieur Outchakov, mais Monsieur Outchakov, il pense à peu près la même chose que Monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que c'est pas un tendre, c'est un dur, et que il va sans doute conseiller de maintenir des conditions extrêmement difficiles, qui ressemblent en effet à une capitulation. L'ambassadeur russe à Paris hier soir a répété que d'ailleurs Zelensky n'était pas le président légitime de l'Ukraine, que c'était un usurpateur, un dictateur, et que d'après la Constitution, puisqu'il n'y avait pas eu d'élection, c'est le président de la Rada qui devrait être l'interlocuteur normal et qui devrait être en fait le président par intérim de l'Ukraine. Si je vous comprends bien, finalement, Zelensky, avec la souplesse dont il a fait preuve en 10 jours entre la Maison-Blanche et Jeddah, a réussi à mettre Trump dans une espèce de corner, comme on dit, dans une impasse, où en tout cas, ça va pas être aussi simple que ça. C'était son pari et il est en voie de le gagner, puisque maintenant il n'est plus le fauteur de guerre, c'est Poutine qui, en refusant la trêve, va apparaître comme celui qui veut continuer la guerre, qui veut continuer la tuerie en réalité, et l'éradication de l'identité ukrainienne. Donc il renverse un peu effectivement les responsabilités aux yeux de tout le monde, y compris aux yeux du Sud global. Et puis en même temps, il parie sur le fait que M. Trump, étant quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui résiste, va être très fâché par le refus de Poutine. Et Trump a déjà parlé de Troisième Guerre mondiale. Enfin, il a évoqué le sujet comme ça. Et puis il a dit si Poutine refuse, je vais coller des sanctions additionnelles à la Russie. Donc c'est l'inverse du cours sur lequel on était, qui était celui de lever les sanctions et de rencontrer Poutine. Et Zelensky enseigne la pondération à Trump, qui s'était précipité vers une paix en 24 heures annoncée pendant sa campagne électorale. Claude Blanche-Maison, vous avez été ambassadeur en Russie. Vous parliez tout à l'heure des émissaires de Trump au Kremlin qui allaient rencontrer le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine et quelques autres diplomates russes. Vous les avez eus en face de vous, ces diplomates. Vous avez eu Poutine en face de vous. Comment ça se passe quand on a un diplomate russe face à soi? C'est une école de diplomatie tout à fait chevronnée. Quelle est la difficulté humaine, psychologique quand on a ces gens-là face à soi? Écoutez, moi j'étais ambassadeur pendant le premier mandat au Kremlin de Poutine, et évidemment les conditions étaient totalement différentes. Puisque, en arrivant au pouvoir, Poutine avait promis à Yeltsin et au clan Yeltsin et aux oligarques qui entouraient Yeltsin de ne pas changer fondamentalement la politique, et notamment la politique étrangère, bien sûr de conserver l'économie de marché, et puis d'avoir une politique plutôt pro-occidentale. Et c'est ce qu'il a fait pendant son premier mandat. D'ailleurs, les présidents, les premiers ministres occidentaux se précipitaient pour voir Poutine et pour essayer de nouer des liens avec ce très jeune président russe qu'on ne connaissait pas. On savait qu'il venait du KGB, mais on ne le connaissait pas plus que ça. Et lui, il se prêtait au jeu, puisqu'à l'époque, il a même flirté avec l'idée d'avoir des rapports extrêmement étroits avec l'OTAN. Dans les think tanks russes, on parlait librement d'une éventuelle adhésion de la Russie à l'OTAN. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis aussi d'un espace économique commun avec l'Union européenne, ce qui voulait dire une union douanière avec l'Union européenne, ce qui évidemment aurait complètement changé la donne et probablement évité les guerres que nous connaissons aujourd'hui. Pour ce qui est des diplomates, ce sont de grands professionnels, formés en effet comme de grands professionnels, avec qui on peut travailler parce qu'ils travaillent un peu comme nous, au bout du compte. À une différence près, c'est que comme disait Shevardnadze, qui avait été ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze, avant d'être président de la Géorgie, avait été un des derniers ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, et disait, moi j'étais l'homme le mieux informé, parce que les 2/3 de mes diplomates étaient aussi des membres du KGB. Ce qui ne laisse pas partir les diplomates américains avec un avantage. Beaucoup n'ont pas fait d'école diplomatique, ils sont pas sortis du rang diplomatique, ils sont un peu brouillons, ils sont un peu précipités. Bah surtout que ce ne sont pas des diplomates professionnels. Voilà. Si vous voulez, un milliardaire, effectivement, peut avoir réussi dans l'immobilier, peut jouer au golf avec le président Trump. C'est pas pour ça qu'en effet, il est rompu aux techniques de la négociation internationale. Et c'est bien ça le problème. Parlons de Poutine. Il n'a jamais
jamais été aussi puissant, aussi maître de la Russie, malgré les sanctions, malgré la crise économique, malgré un peu de contestation quand même résiduelle, malgré aussi une tentative de putsch ou de complot de Prigojine contre lui. Comment vous expliquez la stabilité de Vladimir Poutine? D'abord une main de fer. On a vu ce qui s'est passé avec Prigojine. Prigojine est monté jusqu'à Moscou, mais Prigojine a fini dans un attentat organisé par le FSB, et par conséquent, Poutine élimine dans tous les sens du terme, y compris physiquement, ses ennemis. On a vu aussi ce qui s'est passé pour Navalny, qui a été mis dans un camp pénitentiaire extrêmement dur, c'est-à-dire en fait condamné à mort, condamné à une mort lente, mais condamné à mort quand même. Donc il élimine ses prisonniers, ses opposants. Cela dit, quand des opposants veulent partir à l'étranger, il les encourage plutôt à partir. S'ils ne partent pas, s'ils le bravent sur le territoire russe, ils risquent leur vie. Ça, c'est effectivement... Et alors, vous avez cité l'économie. Je pense que c'est peut-être par là que Poutine est vulnérable, parce que, évidemment, il a les moyens de contourner les sanctions en grande partie, en écoulant son pétrole vers des pays qui acceptent de l'acheter, à des prix, d'ailleurs, cassés. Mais, effectivement, on voit bien que la Banque centrale a des difficultés à maintenir la stabilité du rouble. On voit bien que le pouvoir d'achat du russe lambda diminue. On voit bien aussi que les Russes commencent à sentir le contre-coup de la guerre, y compris lorsque les Ukrainiens envoient des drones sur Moscou. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils envoient des drones pour Moscou, pour faire sentir aux Russes qu'ils sont en guerre. La relation entre Trump et Poutine va sans doute se gâter, mais comment expliquez-vous les liens supposés entre ces deux hommes? Trump a véritablement donné l'impression qu'il était à un moment donné dans la main de Vladimir Poutine, qu'il avait des sympathies pour Vladimir Poutine. Certains même disent c'est un agent du KGB dont la graine a été plantée dans les années 80. Quelle est votre analyse? Oui, alors on a dit ça effectivement, ce qui évidemment ne correspond pas exactement à la réalité. Mais oui, il y a en effet une convergence d'intérêts. Et puis aussi, les deux hommes se ressemblent un petit peu dans la mesure où, pour eux, tout est rapport de force. Le droit, l'état de droit, le droit international, c'est totalement secondaire, et peut-être même que ça n'existe pas. Par contre, ce qui compte, c'est le rapport de force, et ils ont tous les deux cette même pratique. Claude Blanche-Maison, merci d'avoir parlé aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Russie de 2000 à 2003. Merci, c'était passionnant. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres, notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert.